Alors maintenant, une petite dégustation avec Jean-Michel, vigneron créateur. On va découvrir mais qu'est-ce qui se cache derrière chaque cuvée. D'ailleurs, je me souviens très bien de ma dégustation de ton Sauvignon blanc. Et c'est ce Sauvignon qu'on va déguster maintenant parce que tu as bien voulu jouer le jeu d'une dégustation à l'aveugle et d'une dégustation particulière puisque ça va être une dégustation par rapport à des verres. Donc on va avoir le même vin mais dans des verres différents et je vais te faire découvrir du coup une marque de verres assez haut de gamme et on va voir s'il en ressort des caractéristiques différentes. J'aurais aimé d'abord quand même que tu présentes ton parcours professionnel en quelques lignes. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as un parcours assez atypique de parfumeur, on est venu à vigneron. Oui. Dès le départ, j'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec les sens. Ouais. Et en fait, les sens qui étaient en éveil chez moi, c'était avant tout l'aspect olfactif, donc le nez. Ouais. Et c'est pour ça que très naturellement, je me suis dirigé vers une formation de nez en parfumerie. Et puis, petit à petit, j'ai ressenti la frustration de ne pas utiliser les autres sens. Et j'avais, par chance, dans la famille, un domaine viticole, depuis plusieurs générations, qui était en fait quelque chose qui était endormi, qui avait besoin d'être réveillé, puisqu'en fait il n'y avait pas de valorisation de la matière première, puisqu'en fait il y avait juste une production de raisins. Et je me suis dit, ben, finalement, je pouvais faire le même travail de création avec les raisins qu'on fait dans le parfum, avec une frustration en moins qui est en fait de pouvoir goûter les matières premières. D'accord, ouais. Ce qui est la grande frustration de tous les parfumeurs, parce qu'il y a cette frustration de ne pas pouvoir goûter. Et dans le vin, c'est possible. C'est ce qui fait en fait ta touche particulière par rapport à d'autres vignerons qui n'ont pas du tout peut-être cette sensibilité-là. C'est effectivement là, le style. On cherche un style exactement comme dans la haute couture ou dans la couture. On essaye de mettre en place un style et à travers justement la création, avoir quelque chose qu'on puisse reconnaître. Qu'on ne soit pas seulement dans la reconnaissance du cépage ou du millésime, mais qu'on soit dans la reconnaissance du style également. Et c'est vrai que moi je me suis orienté dès le départ vers des vins qui sont, que je considère des vins de gastronomie, puisqu'en fait il y a l'aspect frais, rafraîchissant, gourmand, entre guillemets moderne du vin, qui a été vraiment pour moi dès le départ un moteur et une direction que j'ai voulu rechercher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'évolution du climat, le fait de faire des vins qui sont des vins à la fois parfumés, aromatiques, élégants, mais en même temps rafraîchissants, avec une touche de gourmandise, c'est ce qui convient exactement avec la gastronomie, avec l'évolution de la gastronomie, où on a effectivement épuré, enlevé tout ce qui était superflu. Et c'est vrai que la tendance aujourd'hui va, pour ma part, dans le même sens. C'est la recherche de l'épure, c'est la recherche de l'essentiel, c'est l'essence du vin, si on veut. Mais en même temps, tu as eu l'opportunité de tester tes capacités œnologiques puisque tu allais faire plein de mandats à l'étranger en plus de ton propre domaine. Oui, alors ça c'est la frustration qui peut arriver très rapidement quand on a un petit domaine, c'est de se dire qu'on peut faire qu'une vinification par année, malgré le fait qu'on fait plusieurs vins différents. Ouais, après il y a l'envie aussi de se frotter avec l'international et puis pouvoir faire plusieurs vinifications par année. Étant donné que je travaillais sur 2 hémisphères, j'avais la possibilité de faire effectivement 2 vendanges par année, et puis en travaillant pour différents mandants, de travailler dans différentes régions. Alors, et cet aspect-là m'a encore plus orienté, parce qu'en fait j'ai très souvent travaillé pour des régions du sud, oui, où la notion de fraîcheur est une notion que l'on recherche absolument. Et là, ça m'a encore plus sensibilisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, avec l'évolution du climat, Genève qui était dans des conditions un petit peu marginales de production de vin, où on nous reprochait l'acidité, aujourd'hui les choses ont évolué, c'est devenu un atout. Ok, ouais, bien sûr. Donc c'est ce qu'on va découvrir maintenant avec la dégustation. Parfait.
pour moi, c'est intéressant parce que finalement, je pense que le choix du Sauvignon était un choix intéressant parce que c'est la nuance de la note verte. La note verte, elle peut être soit effectivement élégante, rafraîchissante, et ça apporte quelque chose d'intéressant, ou alors justement au contraire plutôt surverte et ça apporte le végétal. Et là je trouve que avec ces trois verts on a une perception du caractère vert qui est vraiment différente. Le premier pour moi révèle davantage le caractère fruité, mais moins en évidence le caractère vert. On est plus sur des notes citronnées. Le deuxième, c'est peut-être quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a effectivement quelque chose de plutôt assez élégant. On est plutôt sur la finesse, avec un compromis intéressant entre la fraîcheur des notes vertes et le caractère fruit agrumes. Et le troisième vers, pour moi, c'est celui qui met le plus en évidence le caractère végétal. Moi, je suis assez d'accord, c'est que sur le deuxième, je trouve que c'est beaucoup plus fin et il y a aussi beaucoup plus de volume sans agiter, etc. Ça s'exprime assez bien. Et sur le dernier, je trouve que du coup, c'est plus resserré. Le nez est plus fermé et du coup fait justement ressortir ce côté végétal. On a moins les agrumes. On est plus sur le côté écorce du citron vert. On perd la note un peu jaune, c'est-à-dire ces nuances qu'on retrouve justement dans le Sauvignon qui sont à la fois des nuances d'agrumes avec des nuances plus ou moins justement vertes et allant parfois au végétal. Je mettrais celui du milieu qui pour moi est un espèce de valorisant à la fois des notes vertes et des notes jaunes. En première position, je mettrais le numéro 1 en deuxième position parce que je trouve que finalement on respecte bien le cépage et on met peut-être un petit peu plus en évidence le caractère rafraîchissant vert. Et puis je mettrai en dernière position le troisième parce que je trouve qu'on est presque on caricature un petit peu le Sauvignon et on renforce un caractère vert qui n'est pas forcément dans le vin mais qui est peut-être exprimé davantage par l'outil que par l'expression même du vin. Et je pense moi j'ai toujours considéré que le vert était un outil de valorisation mais est aussi un outil d'interprétation je dirais des valeurs du vin. Et c'est vrai que je trouve qu'ici en dégustant le même vin, le troisième verre ne valorise pas le vin contrairement aux deux autres. Donc je vais faire l'étape d'après qui consiste à agiter olfactif. Moi je trouve que le troisième, finalement en agitant, on n'a pas plus, il s'exprime pas plus qu'au premier nez. Plus intense au niveau de l'aération sur le deuxième. Alors, à l'aveugle, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a probablement une histoire de capacité des verres. Et si je devais classer les verres par rapport à leur capacité, c'est-à-dire leur volume de vin, il me semble que le troisième serait peut-être d'une plus petite capacité et j'irais vers le premier qui serait d'une plus grande capacité et celui du milieu étant peut-être quelque chose d'intermédiaire. Mais il me semble qu'il y a aussi une histoire de volume. Oui, parce que le troisième, justement, il s'exprime, ça se ressent, il y a moins de volume dans le calice en fait. Et même s'il semblerait que le disque est plus petit dans le troisième verre que dans le premier verre, j'ai pas l'impression qu'on a forcément une concentration sur le point du centre où on fait l'olfaction qui est meilleure sur le troisième verre que sur le premier verre. Après, sur le troisième, je trouve que du coup ça resserre vraiment les arômes, alors que les deux autres c'est beaucoup plus ouvert. Et c'est peut-être pour ça qu'on a justement une concentration de notes un peu plus typée verte, plus végétale,
parce qu'effectivement, on a peut-être... sur l'évolution, enfin moi je reste un peu figé sur cette idée qu'on est vraiment plus citronné, mais plus note jaune sur le premier, un peu plus note élégante, compromis ou mariage des notes vertes et des notes jaunes, et puis définitivement un côté plus vulgaire, ou on dirait peut-être moins élégant. Mais après, est-ce que c'est aussi parce que les deux premiers rappellent plus ton style, que le troisième rappelle un style que toi, tu ne voudrais pas aller, tu vois, au niveau aromatique, ce côté vert. Voilà, tout à fait. Et ça, je pense que c'est important que le vert soit le reflet, finalement, du vin. Ouais. Et ne le modifie pas. Et en aucun cas, alors il peut l'améliorer, tant mieux, mais je dirais l'orienter vers un côté un peu excessif ou en partie négatif ne me paraît pas quelque chose d'intéressant. Je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une différence effectivement au niveau gustatif, et en réalité il y a une réelle différence. Entre les deux premiers, là, moi je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus minéral dans le deuxième. On ressort un peu plus le côté amertume aussi sur la finale. Et pour moi, le troisième met en évidence davantage le côté vif, le côté acide, presque suracide. Et effectivement, on a, je dirais sans vouloir être conditionné par ce qu'on avait senti déjà au nez, mais on va dans la même direction. C'est-à-dire que ce verre a plutôt tendance à mettre en évidence le côté acide du vin, alors qu'en réalité, on a même peine à croire que c'est le même vin qui est servi, parce que le premier... on est vraiment sur une acidité qui est une acidité qui rappelle un peu les notes citronnées, mais une acidité qui est harmonieuse, qui donne de la vie au vin, qui donne du dynamisme et de la tension au vin, mais aucun excès. Le deuxième, en bouche, on a un tout petit peu plus de notes vertes, on a un tout petit peu plus vert, mais par contre, on a une très belle bouche qui met en évidence, justement, comme tu disais, la minéralité, voire même la salinité, le côté salin du vin. Ça lui renforce son caractère et sa personnalité, donc c'est très valorisant. Et le dernier, où on a créé en fait un déséquilibre. Ouais, c'est vrai. Sur le deuxième, on a vraiment, en fait, on finit sur ce côté très salin, très marqué, alors que dans le premier verre, on ne le ressentait pas de cette manière-là, en fait. Moi, je sentais quelque chose de vif. Il y avait cette petite touche, mais là, elle est quand même beaucoup plus marquée. Et le dernier, c'est vrai que on retrouve cette vivacité, ce côté punch, et on perd cette salinité, en fait. Donc, s'il fallait conclure, moi je mets maintenant avec je dirais le cumul de toutes les dégustations, avant agitation, après agitation et prise en bouche, je mettrais en 1 le deuxième, en 2 le premier et en 3 largement déclassé le troisième. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, même si au départ j'aimais bien ce côté vert qu'on avait sur le troisième. Parce que peut-être je suis plus habituée à des sauvignons un peu plus verts, justement, aussi. Mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de complexité et ça resserre trop le côté aromatique. Et au niveau de la dégustation, c'est pareil, tu sens la vivacité, mais du coup, tu en perds après tout le reste. Donc, celui-ci en dernier, effectivement. Donc, on peut conclure avec le classement. Ouais, on est assez d'accord.
Alors en fait, on est sur la maison Zier, c'est une marque allemande, donc qui date de 1986, c'est de Bavière, et ils ont été imaginés par un sommelier allemand, pas pour, comme on voit certains verres, par rapport à une couleur de vin, mais vraiment au niveau de l'oxygénation, donc sur le développement des arômes, et justement là on est sur la gamme du coup Vision. Alors on a le verre intense, celui du milieu, et le verre fraîche qu'ils appellent. Donc le fraîche, bon, comme son nom l'indique, c'est sur la fraîcheur, et intense, c'est sur la profondeur de l'oxygénation. C'est aussi pour ça que je pense on a eu cette fraîcheur vivacité sur le dernier, et ici quelque chose de peu plus volumineux au niveau aromatique. Ouais. Et après il y a la forme justement du calice avec cette vague, qui permet d'avoir un tourbillon. Ouais, donc ça c'est ce que j'avais évoqué Ouais, en voilà. blind test, en me disant qu'il y avait peut-être un phénomène de mise en mouvement du vin qui mettait plus en évidence les arômes. Voilà. Les noms sont assez bien choisis, puisque finalement, effectivement, la notion de fraîcheur, elle est vraiment mise en évidence sur celui-là. Bien sûr. Mais par contre, peut-être que sur un vin qui est moins vif, ou sur un autre cépage où effectivement le côté vif et notes vertes sont moins exprimés, ça pourrait rafraîchir le vin et lui redonner du tonus et du dynamisme. Donc quelque part, c'est intéressant de l'essayer par exemple sur un pinot blanc, sur quelque chose peut-être de moins aromatique, de plus fin, de moins intense, et qui aurait un vin qui a peut-être besoin justement d'être un petit peu dynamisé. Je pense que ça apporterait quelque chose. Par contre, je suis quand même assez impressionné par la valorisation de celui-là, surtout par rapport à la minéralité. Oui, voilà, c'est ça. Celui-là, je trouvais côté minéral salin très très marqué. Et pourtant, là on le ressent, mais c'est beaucoup plus subtil que celui-là. Par contre, ce genre de verre est extrêmement dangereux parce qu'il nécessite des vins d'une haute précision. Le moindre petit défaut, la moindre petite virgule ou moindre petit défaut olfactif, il est tout de suite mis en évidence. Là, on est sur des vins qui sont hyper cristallins, qui sont droits, qui sont précis, qui sont purs. C'est un verre qui révèle la pureté, mais qui va, au même titre qui va mettre en évidence l'élégance et la finesse, il va être un destructeur sur un vin qui a le moindre petit défaut. Après, c'est peut-être pour ça qu'après tu peux partir aussi sur ce verre-là, aussi quand justement, peut-être sur d'autres cépages, ça peut être une mise en avant assez intéressante sur celui-là. Moi, je le verrais bien vraiment sur des vins qui ont moins d'intensité aromatique, qui peut être intéressant. Après, je le verrais vraiment bien sur un pinot. J'avais choisi ces deux verres dans la gamme pour toi, parce que justement tu as des vins qui sont assez vifs, tendus, donc je trouvais que c'était les deux qui correspondaient le plus au style que tu as. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce qu'il y en a encore d'autres dans la gamme, mais voilà. Et après celui-là, je me dis pourquoi pas aussi sur un champagne, peut-être que ça peut être intéressant. Alors, ça sera effectivement la démarche d'après, c'est effectivement avoir quelque chose qui est plus resserré, qui s'apparente davantage à une flûte. Ça peut être une excellente idée, tout à fait. Mais il faut, c'est un verre qui est un révélateur de pureté. En tous les cas, c'est très très intéressant. C'est marrant de voir son propre vin dans des verres différents. On a l'impression, limite, c'est plus le même vin, quoi. Alors tout à fait, on pourrait imaginer déguster à l'aveugle en n'ayant aucune information, on pourrait imaginer que c'est pas le même vin. Mais c'est la démonstration que la forme du verre est essentielle. Ça peut être un avantage comme un désavantage selon le vin, etc. Et comme je disais, ça peut être un révélateur de positif comme de négatif. Voilà. Et c'est vrai que des verres très sophistiqués nécessitent des vins sophistiqués. En tout cas, merci à tous les deux de m'avoir reçu et pour cette dégustation, de votre temps. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'en apprendre davantage sur le domaine, sur vous. Et
Merci à toi Jean-Michel d'avoir joué le jeu aussi pour ma petite dégustation. Je sais que c'est pas évident, c'est toujours un peu stressant je trouve. Merci à vous deux. Merci. Mélissa, merci d'être venue.